Le Sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Au cours des prochains épisodes, nous irons à la rencontre de la communauté d'affaires pour discuter de différents thèmes qui marqueront le futur des organisations québécoises. Bonjour à tous, alors je suis Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. Je vous présente aujourd'hui avec grande fierté le premier épisode de la deuxième saison de notre balado Le Sens des affaires. Alors ici, autour de la table, on abordera des sujets sérieux, mais dans une formule que je voudrais conviviale, alors peut-être même sous le sceau de la confidence, avec mes invités. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un sujet d'importance pour la société québécoise, mais pour le milieu des affaires également, qui est évidemment la lutte au changement climatique et plus précisément la contribution des entreprises à la lutte au changement climatique et pour améliorer finalement les pratiques et notre performance environnementale dans nos entreprises au Québec. Alors, la FCCQ est très vocale sur le sujet, mais on a aussi des contributions tangibles au débat sur la décarbonation des entreprises. Donc, on a publié dans les derniers mois un guide de décarbonation qui a été réalisé en compagnie de la firme Dunsky Énergie Climat. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui deux experts. Donc, premièrement, notre expert maison, Philippe Noël, qui est vice-président Affaires publiques et économiques à la FCCQ, qui nous parlera du guide. Et dans un deuxième temps, Mathieu Lévesque, qui est consultant principal chez Dunsky et qui nous présentera donc 3 cas concrets qui ont été mis de l'avant par des entreprises sur le territoire québécois. Alors, bonjour messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Alors, je vais commencer avec Philippe. Donc, Philippe, dans un premier temps, pourquoi créer un guide de décarbonation pour les entreprises à la FCCQ? En fait, ça répond à un besoin et une demande exprimée par plusieurs entreprises à la FCCQ impliquées dans nos comités de travail. Il y avait plusieurs entreprises qui sont intéressées par la question environnementale, qui nous disaient « on veut bien, mais on ne sait pas par où commencer, comment faire, quoi prioriser. Ça serait bien d'avoir un plan de match. » Alors, on a pris ça en main. On s'est dit ça prend un outil qui est concret, flexible, où chaque entreprise, de la PME à la grande, pourrait comprendre et utiliser, peu importe d'où elle provient au Québec. Chaque entreprise est unique, chacune peut et doit avoir du contenu adapté à sa réalité. Alors, on a décidé de le faire avec une firme spécialisée dans la transition énergétique, Dunsky. Le produit final est en 2 temps. Il y a le guide avec du contenu accessible pour tout le monde, mais aussi une annexe plus technique pour les ressources spécialisées dans un document à part que l'on peut trouver sur fccq.ca. Évidemment, les besoins des entreprises sont très différents d'une à l'autre, comme tu l'as mentionné, mais pourquoi, de façon générale, c'est important pour les entreprises d'emboîter concrètement le pas dans la décarbonation de nos activités? Oui, il y a 4 excellentes raisons. Premièrement, pour participer à l'effort collectif, les entreprises ont un rôle à jouer, c'est inévitable pour la planète. Il faut réduire notre empreinte environnementale, réduire nos GES, réduire l'utilisation de nos ressources par des pratiques d'économie circulaire, réduire notre consommation d'énergie fossile, optimiser la gestion de l'électricité. Il y a de plus en plus d'enjeux avec l'offre énergétique aussi, alors qu'on était en situation de surplus il y a quelques années. Donc, plusieurs défis actuellement et le Québec n'est pas épargné. Deuxièmement, pour répondre à la demande, il y a des attentes chez les clients d'avoir des produits respectueux de l'environnement, voire des pratiques commerciales qui vont dans ce sens. Aussi, les investisseurs scrutent de plus en plus l'impact environnemental de leurs investissements, fixent des objectifs de décarbonation, ont des objectifs en CA, et en cas contraire, des entreprises peuvent avoir un accès plus difficile au financement. Mais les employés aussi ont des attentes de leur côté par rapport à leur entreprise. Il y a un sentiment de fierté qui se dégage, qui peut contribuer aussi à la rétention et à l'attraction de talents. On démontre que l'on a des bonnes pratiques corporatives. Troisièmement, on le voit parce que c'est souvent rentable. Dans ce genre de processus, inévitablement, la question « qu'est-ce que ça va me rapporter de décarboner mes opérations ?» On gagne en compétitivité, notamment avec de nouvelles technologies vertes. On réduit les coûts d'opération, par exemple, en limitant les pertes énergétiques. Les énergies fossiles ont des prix plus volatiles que les énergies vertes, il faut le dire. Et quatrièmement, parce que le bâton suivra la carotte, de plus en plus de politiques et de règlements environnementaux visent à forcer la décarbonation. Par exemple, le règlement qui empêche la vente d'appareils de chauffage au mazout depuis le début 2024. Les assureurs aussi vont être très attentifs à l'impact environnemental et les coûts d'assurance pourraient augmenter si l'entreprise ne fait absolument rien. Et l'idée, c'est de devancer tout ça. Merci. Dans le fond, il y a donc plusieurs raisons sociétales, des raisons politiques, des raisons économiques
Des raisons financières aussi, parce que maintenant, il y a plusieurs firmes d'investissement qui demandent à ce que les entreprises s'impliquent dans la décarbonation avant d'investir aussi. Donc, vraiment, le train a quitté la station, si je peux m'exprimer ainsi. Puis d'ailleurs, on va voir des entreprises avec Mathieu dans quelques minutes qui, justement, ont pris à bras-le-corps ce dossier-là et ont commencé ces étapes-là. Alors, on est une entreprise, qu'on soit grande ou petite, à l'écoute de notre balado aujourd'hui. Par où qu'on commence concrètement et comment le guide peut nous aider là-dedans? Mais dans notre guide de décarbonation, on amène 17 étapes hyper faciles à comprendre et à utiliser, peu importe la taille de son entreprise, son secteur d'activité ou sa région. La première étape, c'est d'aligner la décarbonation à sa planification stratégique, identifier les risques et les opportunités. Par exemple, est-ce qu'on est hautement dépendant des énergies fossiles? Est-ce qu'il y a une possibilité de réduire mes dépenses d'exploitation? Ou est-ce que je peux développer même de nouveaux marchés? Alors, pour bien planifier, c'est bon de consulter nos parties prenantes pour comprendre leurs attentes, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les partenaires d'affaires, les employés. Ensuite, engager l'entreprise au niveau du CA ou de la haute direction et finalement se doter d'indicateurs de performance. Ça va permettre de mesurer les succès et les changements à apporter. La deuxième étape, on définit les objectifs chiffrés dans le temps, réalistes mais ambitieux à la fois. On se porte, on développe un inventaire de GES de portée 1 et 2, ou voire même 3. Portée 1, ce sont les GES que l'on produit directement à la source. Portée 2, ce sont celles générées indirectement par la consommation d'énergie achetée, c'est-à-dire l'électricité, le chauffage, entre autres. Portée 3, plus complexe à quantifier, les émissions dans l'ensemble de la chaîne logistique pour l'approvisionnement en produits, entre autres. On peut parler notamment de transport ou encore les déchets transportés ensuite. La troisième étape, on développe son plan de décarbonation. On identifie, évalue et priorise les opportunités de décarboniser. On évalue les coûts-bénéfices, le potentiel de réduction des GES. On examine la faisabilité des pistes de décarbonation. Il y a 3 endroits possibles, entre autres, le bâtiment, la flotte de véhicules, le site industriel ou manufacturier. Sommes-nous dans une opportunité d'efficacité énergétique? Peut-être qu'on peut changer l'éclairage pour du DEL, des solutions pour récupérer la chaleur perdue ou carrément de substitution de source avec des nouvelles thermopompes, des véhicules électriques ou le gaz naturel renouvelable, par exemple. Et l'annexe technique du guide donne une multitude d'options, d'ailleurs, en ce sens. Donc, effectivement, la planification est très importante. Ça part d'en haut. Donc, tu as parlé de l'implication du conseil d'administration, de la direction, probablement des employés aussi. Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'implication de tous les partenaires est importante pour réussir. Oui, absolument. Puis on va en parler dans les exemples de projets tantôt, là, que ce soit Bridgestone ou Rona. Il y a des comités qui ont été mis en place. Puis c'est important que ça parte de la haute direction, mais que les employés, dans toutes les hiérarchies de l'entreprise, que tout le monde pousse dans la même direction. Ça facilite les projets, ça les accélère aussi. Surtout qu'en bout de ligne, ça peut devenir un élément de marque employeur aussi. Donc, des employés, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, pourraient facilement choisir d'aller dans une entreprise qui a pris à bras-le-corps ce problème-là et qui contribue concrètement à la lutte au changement climatique. Absolument. Alors, si on passe peut-être à la 4e étape, donc on était dans le concept un peu théorique de planification. Maintenant, comment on entre dans la phase de réalisation de ce projet-là? Oui, la mise en œuvre de son plan. C'est sur du court, moyen et long terme. Il faut prévoir les projets dans le temps, les aligner avec les investissements prévus, par exemple pour un remplacement d'équipement, regrouper différentes mesures pour aller plus vite, plus loin même. Utiliser des mesures rentables comme levier financier même, ça peut être une opportunité intéressante. Ne pas hésiter à compléter son expertise interne avec des partenaires. Il y a des fournisseurs externes qui peuvent en faire beaucoup, d'ailleurs. Et ensuite, évidemment, les entreprises, donc même avec la meilleure volonté du monde, risquent d'avoir besoin de soutien, d'avoir besoin d'une certaine forme d'assistance. Donc, qu'est-ce qui existe comme forme de soutien aux entreprises qui décident de contribuer concrètement? Il y a plusieurs options et à la 5e étape, on explore d'ailleurs les options de financement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a des options pour réduire la facture. D'abord, au Québec, nous bénéficions des programmes d'aide financière découlant du Plan pour une économie verte 2030, financés par le marché du carbone. Il y a des programmes très populaires d'ailleurs. On peut penser avec le gouvernement du Québec à éco-camionnage, éco-performance pour les bâtiments et industries, rouler vert, technoclimat, plusieurs autres aussi. Investissement Québec, la SOFIAC sont des opportunités aussi d'avoir du financement.
Au fédéral, il y a le programme d'incitatif pour les véhicules moyens et lourds zéro émission pour les entreprises. On peut dégager jusqu'à 200 000 qu'on peut recevoir. Il y a les institutions financières également qui peuvent représenter des solutions intéressantes au financement des projets. Il y a ce qu'on appelle le prêt vert, où des institutions financières offrent des taux réduits, des moratoires de remboursement pour l'acquisition de technologies vertes. Alors, il y a plusieurs options pour financer les projets chez les entreprises et faire des économies d'échelle fort intéressantes par la suite. Donc, on va être bon joueur, Philippe, avec les gouvernements ce matin. Il existe plusieurs programmes, plusieurs enveloppes. Est-ce qu'elles sont connues, d'après toi, par contre, ces enveloppes-là de l'ensemble des entreprises? Puis qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être, nous, comme Chambre de commerce, pour mieux faire connaître ça? Oui, ça, c'est un défi qu'on a de notre côté. C'est constater à quel point il y a des opportunités de faire connaître, en fait, ces enveloppes-là pour les entreprises. Ça va être une solution aussi pour accroître leur participation et augmenter l'impact des programmes, notamment des programmes issus du plan pour économie verte. Il faut simplifier le parcours client. Ça, c'est évident là, du côté des gouvernements. Les entreprises peuvent avoir du mal encore à déchiffrer les programmes offerts et la paperasserie demandée peut complexifier les processus dans certains cas. Ensuite, assurer une meilleure prévisibilité aussi pour les programmes gouvernementaux et les réglementations à venir. Ouais. C'est souvent quelque chose qu'on a demandé, nous, de notre côté, par le passé. Et c'est la clé pour maximiser cette participation-là dont je parlais. Puis je mentionnais le rôle des chambres de commerce. Je pense qu'on est un carrefour d'information aussi. Oui, la fédération, mais les 125 chambres de commerce au Québec aussi peuvent être une porte d'entrée vers l'accès à ces programmes-là. Donc, je vous invite à consulter vos chambres locales ou régionales dans ce contexte-là. Alors, on a établi le plan, on a impliqué tous les gens concernés dans l'entreprise, on est allé chercher le financement, le budget. Donc là, prochaine étape, on passe à l'action. Exactement. On sera prêt à cette étape à lancer un appel d'offres, entre autres. Le projet sera réalisé selon le mode retenu. Ça peut être un mode traditionnel, c'est-à-dire un premier appel d'offres pour trouver une firme externe qui va concevoir les mesures de décarbonation et ensuite, dans un deuxième temps, avoir un autre appel d'offres pour avoir un entrepreneur général qui va réaliser le projet. Mais ça peut être aussi un mode clé en main avec un seul appel d'offres pour la conception et l'implantation en fait du projet. Puis parmi les conditions de succès, pour y arriver, la meilleure chose, c'est d'avoir établi préalablement un champion de la décarbonation, un porteur de ballon et surtout l'appuyer tout au long du parcours. C'est la personne qui va mettre en place les processus et être en mode gestion du changement. Cette personne-là va peut-être piloter une équipe ou faire le lien avec les fournisseurs externes, faire les suivis selon les objectifs, les indicateurs de performance, fournir l'information à la haute direction, au CA et à l'ensemble des partenaires pour ultimement réaliser le projet de décarbonation, pas juste que ce soit une démarche de relations publiques. Donc, quelqu'un, Mathieu, peut-être qu'on va le voir dans les prochains cas concrets, quelqu'un qui est vraiment responsable et redevable finalement de cette initiative-là et qui fait en sorte qu'on a quelqu'un à qui se fier pour suivre l'avancement du dossier. Exactement. Il faut que ça vienne de la haute direction, mais il faut à l'interne quelqu'un qui pousse le projet, qui s'assure que ça passe à travers toutes les étapes. D'ailleurs, pour mesurer probablement la dernière étape, en fait, pour mesurer le succès de cette entreprise-là, donc on doit être capable de mesurer l'impact, comment on va avoir réussi concrètement à réussir cette décarbonation-là. Alors, comment on vise à mesurer les impacts de nos actions? Oui, c'est la dernière étape. On met en place un processus de suivi qui inclura des mesures à suivre, la fréquence, les personnes responsables. Évidemment, c'est important de mesurer les impacts, de suivre l'avancement et d'ajuster aux besoins le plan en fonction de l'évolution. Ensuite, on met à jour les indicateurs de performance. Par exemple, ça peut être l'intensité énergétique, le nombre de kilowattheures consommés par employé, qui pourrait être une mesure intéressante à suivre. La productivité énergétique, la tonne de GES évitée, voire même l'argent économisé sur le choix de la nouvelle source énergétique ou sur un nouveau processus de récupération de chaleur, par exemple. Donc, c'est des données qu'on peut utiliser, entre autres, pour des indicateurs de performance. Finalement, il faut communiquer à l'interne comme à l'externe et faire rayonner les succès avec les employés, les clients, les fournisseurs, les investisseurs. On sous-estime un peu trop cette étape-là. Pourtant, ça contribue à une bonne image corporative, une bonne image de marque pour l'entreprise, tout en mettant de la pression sur d'autres afin qu'elles emboîtent le pas également pour le bien de notre planète. Exactement, parce qu'il faut avoir un effet boule de neige dans une industrie ou dans une région ou dans un village, de voir qu'une entreprise a pris un leadership là-dessus, que les autres vont devoir suivre, et puis c'est tant mieux comme ça. Alors, merci pour ces 7 étapes-là. Je ne dirais pas que les 7 étapes sont faciles, mais elles sont certainement claires, et puis ça demande un engagement important de nos entreprises. Mais en même temps, moi, je dis souvent que
dans les manifestations pour lutter contre la lutte au changement climatique. Si ce n'est pas nos entrepreneurs qui sont dans les manifestations, ce sont leurs employés ou leurs enfants. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne que les milieux d'affaires partout au Québec sont très ouverts à contribuer concrètement et je te remercie pour d'ailleurs ton leadership dans la création de ce guide-là. En collaboration d'ailleurs, comme je le mentionnais, avec Mathieu Lévesque de Dunsky. Alors, on va essayer de mettre des visages sur ce qu'on a mentionné tout à l'heure, donc dans les 7 étapes du guide. Donc, il y a 3 entreprises qui, puis je les salue, qui ont accepté à visage découvert finalement de nous présenter les actions qu'ils ont mis en place pour participer à la décarbonation. Alors, dans un premier temps, on va parler des 3. Dans un premier temps, une entreprise phare de la région de la Naudière, qui est évidemment Bridgestone à Joliette. Alors, quelles ont été, Mathieu, les actions que Bridgestone a fait pour arriver au succès de leur démarche? Oui, Bridgestone, c'est un excellent exemple de décarbonation. Au-delà des pistes techniques et des mesures de décarbonation qu'ils ont mis en place, le guide met beaucoup l'emphase sur le comment en termes de meilleures pratiques de gestion. Je pense que c'est ça qui est surtout intéressant avec le cas de Bridgestone. Le premier élément, c'est bien sûr que la volonté de décarboner, elle venait de la haute direction. Si c'est seulement les équipes des opérations qui veulent décarboner, ça peut fonctionner, mais ça va aller moins vite, les cibles vont être moins ambitieuses, ça peut freiner le tout. Dans le cas de Bridgestone, c'était vraiment la haute direction. Puis ce qu'ils ont mis en place, en particulier, c'était des stratégies financières innovantes, en particulier un fonds stratégique qui a été dédié pour investissement, dédié du capital pour ces investissements en décarbonation-là. Puis aussi quelque chose de spécial qui est l'utilisation d'un prix interne du carbone, qui est utilisé à l'échelle du continent, peu importe si dans la municipalité ou l'État dans lequel ils sont, est-ce que le carbone est tarifé, ça fait juste pencher la balance. C'est comme une gestion du risque. Mettre un prix sur le carbone permet de réduire l'incertitude future sur les différents investissements. Puis en comparant différentes options, ça permet de faire pencher la balance vers la décarbonation. Ça a très bien marché dans leur cas. Autre élément, on en parlait tantôt, un comité énergie. Il y a un comité multidisciplinaire qui a été mis en place chez Bridgestone, tout niveau hiérarchique confondu, incluant les membres de la haute direction. Ça permet en amont des projets de bien comprendre comment ça se passe dans l'usine, quelles sont les opportunités, puis de faire un peu de gestion du risque à l'interne pour faire avancer le tout plus rapidement. Donc, concrètement, chez Bridgestone, quels sont les projets d'efficacité énergétique qui ont rapporté des bénéfices qui pourraient peut-être éclairer là, nos gens, peut-être entre autres dans le secteur manufacturier qui nous écoutent? Oui, puis il y en a une tonne, c'est hyper intéressant. En gros, le premier mot que je veux mettre de l'avant, c'est vraiment la productivité énergétique. On pense souvent, je dirais, à l'efficacité énergétique comme disant on va garder le niveau de production le même, le niveau de service le même, puis on va réduire notre consommation d'énergie. Bridgestone, ils ont été capables de faire plus que ça. Ils ont fait un agrandissement d'usine, ils ont haussé leur niveau de production, ils ont quand même réussi à réduire leur GES malgré ça. Donc, c'est vraiment une hausse de productivité énergétique. Ils ont réduit leur GES de 5 % par pneu produit, a été réduite de 18 %. Donc, c'est hyper intéressant. Comment ils ont fait ça? 2 éléments. Ils ont réduit leur consommation d'énergie, puis ensuite, ils ont produit de manière décarbonée ce chauffage dont ils ont besoin. Réduction des besoins en termes techniques, appareil d'éclairage ADEL, comme Philippe le disait tantôt, beaucoup de contrôle et d'optimisation sur le chauffage, la ventilation, la climatisation, vraiment réduire le gaspillage, qui est seulement une bonne pratique d'affaires et qui permet également de déplacer des kilowattheures, de réduire les GES. Amélioration aussi au procédé industriel, donc il y a un procédé de cuisson de leurs pneus qui s'appelle la vulcanisation. Ils ont réussi à améliorer ça pour juste avoir besoin de moins de vapeur. Qui dit moins de vapeur veut dire moins de gaz naturel, moins de GES. Donc ça, c'est même pas moins de coûts. Moins de coûts, exactement. Juste réduire le gaspillage. Puis ensuite, en parallèle à tout ça, de ces réductions-là, ils ont vraiment réduit leurs émissions de GES par des chaudières électriques hors pointe pour, de manière très, très, très rentable, réduire la consommation de gaz naturel sans affecter la pointe d'Hydro-Québec. Et comme Philippe le disait tantôt, récupération de chaleur. Donc la plupart des usines manufacturières au Québec ont besoin de chaleur, besoin de vapeur. Cette chaleur-là, souvent, est laissée à l'atmosphère. Récupérer cette chaleur-là par des thermopompes, en particulier, c'est excessivement rentable. Puis ils l'ont fait de plusieurs façons à l'usine de Bridgestone. Sur combien de temps ces changements-là ont été opérés, d'après toi? Opérés, je dirais, la plupart de ces projets-là dont on vient de parler, c'est sur 5 ans. Okay. Bridgestone, c'est spécial parce que leur production est vraiment à 24 heures sur 24 à longueur d'année. Donc, il faut vraiment planifier ces projets-là pour que l'implantation se fasse le mieux possible sans affecter la production.
Donc, la planification prend plus de temps qu'ailleurs, mais une fois que la mesure est mise en place, ça va très, très, très vite. Évidemment, des entreprises internationales comme Bridgestone ont des benchmarks probablement avec d'autres usines un peu partout dans le monde, j'imagine. Donc, Absolument. C'est la beauté de la chose pour ça. Puis c'est bien de noter que l'usine de Joliette est comme la plus productive à l'échelle du continent pour Bridgestone, celle de Joliette. Donc, on en est très fiers. Joliette, fenêtre sur le monde. Voilà. On passe du milieu des pneus et du manufacturier au commerce de détail et aux quincailleries. Donc, un autre de nos contributeurs à notre guide, c'est la compagnie Rona Lowe's, évidemment, que tout le monde connaît. Donc, quelles sont les mesures d'efficacité qui ont été mises en place chez Rona Lowe's et puis quels bénéfices ils en ont retirés? Oui, c'est un bel exemple, ça. Lowe's Canada, qui est maintenant appelé Rona, là, ils nous ont appelés chez Dunsky vers 2018. Ils venaient de se faire racheter par Lowe's, avaient maintenant une tonne de magasins au Canada. Le but n'était pas, à ce moment-là, la décarbonation. Le but, c'était d'augmenter le bénéfice d'exploitation. Bien sûr que ça permet de réduire les GES, mais le but premier, c'était de réduire le gaspillage. Donc, on a fait avec eux, on a développé un plan d'investissement sur 3 ans avec des mesures d'économie d'énergie de 30 millions de dollars qui a été mis en place sur les 3 prochaines années. D'ailleurs, qui a gagné un prix Mercuriade en 2022. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, ce projet-là, vraiment, c'était réduire le gaspillage. Donc, c'est implanter des systèmes de gestion de l'énergie dans chacun de leurs bâtiments, chacun de leurs magasins, optimisation et contrôle, encore une fois, réduire le gaspillage, beaucoup d'appareils d'éclairage d'ailes, dans leur méga centre de distribution à Boucherville, étanchéisation des kits de chargement pour réduire les infiltrations, ce qui, en passant, améliore le confort thermique des employés qui sont dans le kit de chargement. Donc, il y a vraiment d'autres bénéfices que seulement les coûts. À ce moment-là, le but n'était pas la décarbonation, mais ça a permis d'économiser du gaz naturel et aussi de déplacer des kilowattheures, ce qui va faciliter l'électrification à plus long terme de leurs magasins, réduire le recours au gaz naturel renouvelable dont ils vont avoir besoin, mais qui est bien sûr plus cher que le gaz naturel fossile à l'heure actuelle. Donc, probablement que plusieurs propriétaires de commerce de détail qui nous écoutent, que ce soit des grandes surfaces comme des quincailleries ou des plus petites, peuvent s'inspirer de ces mesures-là. Donc, c'est assez transférable d'un commerce de détail à l'autre, probablement. Oui, absolument. Évidemment, on a parlé de 2 grandes organisations, donc plusieurs propriétaires de PME ou de plus petites entreprises pourraient se dire, est-ce que je suis concerné par ce balado? Alors oui, mesdames et messieurs, vous l'êtes, parce qu'on a aussi un exemple d'une PME dans le secteur du transport en Chaudière-Appalaches, en fait, la compagnie Deliveroo, qui est une filiale de transport Bernière. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement de leur côté avec la taille de leur entreprise? Oui, ça, c'était hyper intéressant qu'on a développé le guide également, donc un cas qui est disponible dans le guide. Deliveroo, bien sûr, c'est une PME. Ils étaient au début de leur démarche de décarbonation en 2022 quand on leur a parlé. Mais ils avaient déjà fait beaucoup en termes de décarbonation sans que le but, encore une fois, soit nécessairement la décarbonation. Ils avaient déjà mis en œuvre plusieurs mesures d'efficacité énergétique qui étaient simplement, encore une fois, réduire le gaspillage. Dans ce cas-ci, réduire le gaspillage d'énergie, optimiser leur opération voulait dire réduire de la consommation de carburant. Qui dit carburant, essence diesel, veut dire GES. Donc, ils avaient déjà mis en place ces mesures-là, simplement pour améliorer leurs bénéfices d'exploitation, ce qui a permis de réduire les GES. Donc, la démarche n'était peut-être pas structurée à ce moment-là, mais il y avait déjà mis en place des éléments hyper intéressants. Et même en 2022, Deliveroo opérait un camion électrique, un camion de classe 6 de Lyon, une entreprise québécoise. Encore une fois, ce n'était pas pour réduire leurs propres émissions de leurs opérations, c'est parce qu'il y a un de leurs clients qui demandait une livraison 100% électrique, une livraison décarbonée. Donc, Deliveroo a répondu à ce service-là, voyant l'opportunité de marché, un client qui est prêt à payer davantage pour de la livraison décarbonée, ce qui a permis de réduire leurs émissions de GES, Deliveroo. Pour ajouter sur Deliveroo, ce qui est intéressant avec l'entreprise, c'est qu'ils ont utilisé un projet pilote. Donc, ils sont allés par projet pilote pour essayer de tester des nouvelles technologies, voir un peu comment ça allait fonctionner, notamment pour les camions électriques, sur des trajets courts versus des trajets longs, des opérations en hiver versus en été, la conduite urbaine versus l'autoroute, et d'évaluer le degré de changement qui serait requis par la suite et la formation pour les conducteurs. Et selon le succès du projet pilote, une implantation de plus grande envergure pourrait être envisagée. Et par la suite, un calendrier de remplacement. Donc, ils ont testé la technologie, ont vu que ça rapportait et ont décidé d'aller dans cette direction-là plutôt que remplacer la flotte uniformément. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour une PME en particulier d'y aller ainsi.
Alors, j'essaie de voir comment, on a parlé du commerce de détail, du manufacturier, du secteur des transports. Donc, évidemment, ces 3 visages de cette transformation-là. Il y en a plusieurs autres. Ça fait 6 ans que tu travailles dans le secteur, sur la question, finalement, de l'énergie et du climat chez Dunsky. Quel conseil tu donnerais, basé sur ton expérience, à une organisation qui réfléchit justement à implanter un tel projet? J'en ai quelques-unes. Je dirais, en haut de ma liste, c'est de ne pas voir la décarbonation comme une contrainte supplémentaire pour vos équipes. Bien sûr que c'en est une nouvelle contrainte. Il y a bien sûr la transformation numérique. Vous avez votre produit, vos services, votre développement d'affaires à regarder. La décarbonation, c'est pas seulement une contrainte, ça peut aussi être des opportunités. Les chaînes logistiques sont en train de changer. Vos clients, vos fournisseurs, vos employés sont en train de changer. Il y a des nouvelles opportunités d'affaires qui s'offrent à vous. Il y a des risques associés à tout ça. Donc, ne voyez pas la décarbonation comme une contrainte. Si vous ne faites rien, vous risquez de perdre des parts de marché. Si vous allez plus vite, vous risquez d'en gagner ou de pouvoir vendre votre produit et votre service plus cher. Donc, il y a vraiment des opportunités à tout ça. Donc, c'est de regarder plus grand que simplement vos propres activités. Puis le deuxième que je dirais, c'est vraiment le mieux est l'ennemi du bien. Ne pas attendre de bien faire les choses, de faire un bundle de projets parfaits, puis d'attendre le gros projet structurant. Chaque petit pas vaut la peine. Des projets pilotes de véhicules électriques peuvent valoir la peine. Il faut apprendre à aller plus vite. C'est vraiment une transformation. Donc, la gestion du changement va être importante à l'interne. Il faut se lancer, je dirais. Donc, il faut se lancer. Je pense que c'est un bon résumé de la chose. Et puis, chaque contribution, aussi minime soit-elle, va faire la différence pour la planète. Donc, on a bien fait le tour du guide. Philippe, comment on fait pour le lire, ce fameux guide-là, si ça nous intéresse? C'est très simple. En fait, sur fccq.ca, on a une page dédiée au guide de décarbonation. Il y a le guide en soi avec les 7 étapes, accessible vraiment, du contenu accessible pour tout le monde. Et dans un deuxième temps, un annexe plus technique, où est-ce que là, c'est adapté davantage pour peut-être les ressources spécialisées, mais on fait le tour des procédés d'efficacité énergétique, de productivité énergétique, comme Mathieu parlait, et les programmes aussi de financement disponibles du côté du gouvernement du Québec, entre autres, via le plan pour une économie verte 2030. Exactement. Plusieurs autres ressources et outils aussi disponibles sur fccq.ca, très souvent à l'attention de tous les entrepreneurs, tous les membres corporatifs. Mais pas besoin d'être membre pour lire le guide, donc je pense que c'est important de le mentionner. C'est toujours mieux, ceci étant dit. Alors, rendez-vous sur fccq.ca. Je veux vraiment vous remercier, Mathieu et Philippe. Ça a été vous concrétiser ce que j'aime appeler la contribution de la communauté d'affaires à la lutte au changement climatique, parce qu'il faut qu'on déstigmatise cette opposition-là qu'on a souvent faite entre l'utilisation des ressources, la génération de profits et le développement durable. Ce n'est pas vrai que les milieux d'affaires ne sont pas intéressés par le développement durable. La discussion d'aujourd'hui en est le meilleur exemple, selon moi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette conversation a été enrichissante pour vous. Je vous invite à écouter ou réécouter les prochains épisodes de la 2e saison et de la première du Sens des affaires, offert par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, à très bientôt. Merci.